Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles. Je suis avec Straight. Bonjour Straight. Bonjour à tous. Nous sommes là pour une critique, j'en frémis d'avance. Home, un film sorti en 2009 de Yann Arthus Bertrand, produit par Luc Besson. Un film qui a coûté 10 millions de dollars, entre 10 et 12 à peu près. C'est un film critiquable et critiqué. Il y a un gros contexte politique autour de ce film, scientifique aussi. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. C'est un film qui a été diffusé partout dans le monde et sous tout type de support. Il a eu une version de 90 minutes pour la télévision et une version de 2 heures pour le cinéma. Il montre la pression que l'homme fait subir à l'environnement et les conséquences que ça entraîne sur le changement climatique, le développement du lien qui unit l'homme à la Terre. Alors Straight, tu m'avais dit que tu l'avais vu au cinéma. Oui, pour découvrir plus l'écologie, parce qu'en 2009 j'étais un peu plus jeune, j'ai vu en parallèle le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot, et j'ai trouvé que dans les deux cas c'était des films qui étaient ratés, ou au moins leurs propos étaient pas assez tournés vers l'environnement, vers le développement durable, et j'ai trouvé que c'était très superficiel. Et est-ce que tu avais vu La vérité qui dérange ? J'ai trouvé que c'était plus compréhensible, et en termes de montage c'était davantage pro en fait, plus lisible. Démonstratif ? Et ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Moi je l'ai vu, je crois bien, à la télévision. Je me suis grandement ennuyé, mais nous reviendrons bien sûr sur cette idée-là. On va un petit peu parler de ce qui se passe dans un premier temps. Le film nous retrace un peu la chronologie de la Terre, je crois qu'on peut le dire. Le processus de désagrégation qui nous est narré. Alors il nous est pas montré puisque nous avons que des images actuelles, il n'y a pas d'image d'archives. Il nous est narré par la voix magnifique de notre réalisateur Yann Arthus Bertrand, qui est didactique. Et ce qu'on peut dire, c'est vraiment que c'est le guide. Oui, c'est exactement ça. Et puis il nous intègre dans son récit, parce que c'est plus un récit narratif, plus qu'un film en réalité. Enfin, on n'est pas happé à l'intérieur, c'est toujours Arthus Bertrand qui a un recul sur le réel en fait. Un recul sur le réel, mais qui nous narre aussi, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est quand même le cas. Il nous force à avoir une réflexion avec cette voix off. Oui. Enfin, les mots ont un poids. Et quand il dit « Nous sommes en train de casser le cycle d'une vie qui nous est offerte », c'est difficile de rester insensible à cette formulation-là. Mais tout y passe, hein. On a droit à tout. De la viande, l'énergie, la nature, les poissons, le bois, les minéraux, tout. Tout. C'est un événement mondial. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération des distances. On ne compte plus en mètres, mais en minutes. En termes dans les cartons et dans ce qu'il dit lui-même. Et on a de transport, voilà, etc. Et comme tu dis, transport, on est tout d'un coup, je sais pas moi, à Marseille. Et tout d'un coup, après, on se retrouve en Israël. Ouais. Quel serait pour toi, donc, cette espèce de point de vue de réalisateur ? J'ai l'impression qu'il avait une idée, alors c'est très méchant, mais il avait une idée abstraite de ce qu'était la représentation humaine. Une idée naïve ? Pas naïve, utopiste en fait. J'ai trouvé que c'était utopiste. Le mot exact, ça serait angélique. Parce que j'ai trouvé que le rapport qu'il fait avec l'homme, c'est que l'homme en réalité c'est le destructeur de sa maison. Il prend l'exemple, notamment beaucoup dans le film, la base des années 50, 1950, et c'est toujours une base narrative, pour lui une base explicative, descriptive, et alors qu'il la décrit pas, pourquoi il y a eu en 1950 cette prise-là, pourquoi il y a eu les 30 Glorieuses, pourquoi on a accéléré le motif économique, motif de production, pourquoi on a eu des crises aussi du pétrole en 73 puis en 79, toutes ces choses-là, il les amène pas, et on a l'impression que ça a toujours été là, et que c'est un constat que l'humanité porte en elle quelque chose de nocif pour toute la Terre en fait. On peut le revoir notamment à la fin du film, lorsqu'il fait des cuts en montrant les pourcentages de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, qui sont déshydratées, le mal logement, qu'on détruit la planète, etc. J'avais l'impression que c'était pour lui une autre façon dans son film de nous faire prendre conscience de ces réalités que lui il a pu le montrer à travers l'image, qu'il le montre à travers des réalités chiffrées en fait. On a beaucoup parlé autour du film, un peu tout et son contraire, mais il y a quelque chose qui est souvent ressorti chez le public, particulièrement plus que chez les critiques, c'est que c'était un film unique en son genre. Et là, je trouve que le film se fout un peu de notre gueule. Enfin, c'est plus le public qui a cette réflexion. Inclassable et tout ça. Mais le film est
pas du tout unique. Alors là, faut arrêter les conneries, hein. Ce genre de film, c'est à la fois un documentaire, un reportage et une fiction. Tiens, par exemple, est-ce que tu ressens quelque chose de l'ordre de la fiction dans ce film? Et je ressens de la fiction dans le montage, en fait. C'est déjà un film en soi, je pense que c'est déjà de la fiction, puisque les images qu'on utilise, c'est pas la réalité, mais c'est une vision qu'on a de la réalité. La fiction, elle est renforcée par le côté thématique des différentes destructions que l'homme apporte. Et oui, j'ai plus ressenti le côté fiction et documentaire plutôt que le côté reportage, en fait. Je pense que le côté reportage, ce qu'il voulait dire par là, c'était... Reportage, c'est le côté d'auteur, en fait. Ouais. Et plus ça, c'est pas reporter de guerre, mais c'est reporter écologique. Mais reporter les images de notre planète, tu vois, un côté un peu objectif. Justement, ces points de vue en hélicoptère. Mais cette idée de penser un seul instant que le film est inclassable, c'est assez faux, puisque on a eu dans les années 80 une trilogie que des cinéphiles connaissent très bien, la trilogie des Qatsi plus précisément, des films de Radio, qui sont à mon sens complètement mais supérieurs à un point juste inimaginable par rapport à Home. Koyaanisqatsi, Powakatsi et Nakoyakatsi. C'est un peu compliqué le troisième. Ce sont des films qui ont vraisemblablement le même propos que Home, mais qui brassent plus large, qui n'ont pas besoin de voix off. Tu disais précisément que on manque un apport historique, peut-être pour comprendre certaines choses et tout ça. Koyaanisqatsi fait la démarche. Particulièrement le premier. Le troisième est plus sur l'évolution numérique, mais je me rappelle que dans le premier, petit aparté Koyaanisqatsi, dans le premier, il y avait un long moment dans le film où on voyait des bâtiments en ruine. Et c'était en fait des immeubles construits en Amérique dans les années 60. Et le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché cette affaire. Et ils ont été détruits. Donc c'est un véritable événement historique. C'est pas juste des bâtiments à l'abandon comme ça, gratuits. C'est un vrai événement qui a été médiatisé. Et leur destruction, pourtant les bâtiments ont coûté plutôt cher. Tout a été démoli et Radio a filmé ça avec son chef-op, Ron Fricke. Ils ont filmé ça, ils l'ont intégré dans ces films-là. Il y a un apport historique qui est complètement absent dans Home. Les images d'Home sont vraiment... c'est des images objectives. Et ce sont des images qui ne sont pas forcément liées à une histoire particulière. Des images générales et des images aussi pour nous montrer la beauté de notre monde. La destruction de notre monde. Oui. Enfin, je trouve que dans Home, il n'y a pas vraiment d'image de destruction. J'ai plus l'impression que c'est des images... Vous voyez ces belles images? Et ben dans 30 ans, il n'y en aura plus. C'est assez violent de voir le film, en plus de la voix off qui rajoute... Mais dans Koyaanisqatsi, il n'y a pas de voix off. Et par rapport à Koyaanisqatsi, le film de Yann Arthus Bertrand est formellement pauvre et plus manipulateur que le film de Radio. Là, j'ai un exemple super précis. Ouais, dis-moi. C'est dans la trilogie des Qatsi, la musique, elle est super bien montée par rapport à l'image. Et là, par rapport au film Home, j'ai l'impression que parfois c'est... tu sais, on te sort les violons, on a envie de te faire tirer la petite larme à chaque fois. De truc là de voix africaine, là... je fais très mal. Non, mais c'est ça. On a l'impression que on a envie plus de te faire peur par un discours plutôt que par les images. Et exactement, la musique, c'est exactement ça, et j'en suis convaincu. Ça a été fait pour accentuer le propos catastrophe qui va arriver. Complètement. En fait, ce qui m'énerve, c'est que, pas forcément que ça surfe sur les films de Ron Fricke ou de Radio, mais c'est qu'on n'en parle pas. Quand les mecs, ils ont fait la promotion du film, ils n'en ont jamais parlé. Alors que c'est clair que ce sont des références majeures. Et si ça ne l'est pas, c'est des menteurs. C'est évident. Quand vous voyez la trilogie des Qatsi ou les films qu'a fait Ron Fricke par la suite, et que vous voyez Home, c'est évident qu'il y a un lien. Est-ce que tu cries au plagiat? Mais plagier, mais c'est même pas du plagiat, ça c'est comme si tu plagiais un petit morceau de feuille de papier d'un livre entier. Oui, c'est du plagiat c'est du nivellement vers le bas en fait. Oui, mais en termes d'influence, ils ne se revendiquent pas du tout de ça, alors que pour moi c'est clair. Après, je pourrais jamais avoir la confirmation claire, mais quand j'ai fait mes recherches et que je voyais que nulle part, mis à part des fans à qui on ne la fait pas, les gens ont parlé de ces films-là, je trouvais qu'il y avait une escroquerie cinématographique. C'est un voyage, constitué uniquement d'images aériennes et d'une voix off. On peut reparler encore de la position du réalisateur. Je trouve qu'elle est vraiment éloignée du monde des hommes. En cela, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se permet de juger, tu vois, comme protégé de tous les problèmes qu'ont les hommes sur la Terre, et qui se permet, voilà, moi je suis
du haut de mon hélicoptère où j'ai tout ce qu'il me faut et je suis en train de... Enfin, c'est dans le ton que ça me gêne. Je comprends parce qu'il y a le regard, la caméra est sur l'hélicoptère, et il y a ce regard omniscient, et le fait de changer à chaque fois de continent, de pays, de population, de personnes. Avec toujours le même point de vue en termes de, de caméra. Oui, de caméra des bactéries, des plans sur des bactéries, on passe à la neige, les volcans, on a l'impression que il reste, même s'il est engagé, je pense qu'il est vraiment engagé dans ce qu'il est fait, mais ce qu'il donne comme résultat le fait ressentir, et c'est ça le plus important, c'est le ressenti qu'on a à regarder un film, à l'analyser, et il paraît très distant par rapport à son œuvre, par rapport à ce qu'il veut nous faire dire, alors que ses positions, son engagement est sans doute sincère. Cela est, je trouve, assez renforcé par le ton de la voix, qui est assez monocorde. J'ai marqué que c'était pas très charismatique, mais je me demande presque si c'est fait exprès en fait. Parce que ce n'est pas un acteur de doublage, ou une voix de radio, ça s'entend clairement. Voire même des fois, ça sent le texte lu. Et tu trouves ? Oui, et c'est en cela que moi je trouvais que on parle pas avec ses tripes. Tu vois, c'est le mec complètement objectif, froid, limite presque comme s'il en avait rien à foutre. Ouais, qui rentre dans le studio et puis il parle pendant une heure mais et oui, puis c'est réglé. Mais des fois ça m'a carrément gêné de le sentir. Bien sûr c'est un texte, il avait des choses à dire, mais c'est des formulations tellement pointues, enfin avec des techniques pour faire les phrases qui vont maximiser l'impact sur le spectateur. Et pas vraiment un message du cœur. Ce que j'ai senti certaines fois, c'est que c'était plus une méthode d'écriture. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, vous avez, je le répéterai souvent dans la critique, il y a un dossier pédagogique sur le film Home, puisque ce film est montré aux enfants sûrement dans des collèges, et ils font des travaux aussi après sur le film et sur le montage, sur justement la voix off. Et il disait précisément dans ce dossier pédagogique qu'il y a tout un travail sur la syntaxe, sur la façon dont il formule les phrases pour maximiser l'impact émotionnel chez le spectateur, avec des comparaisons, des métaphores filées, des allusions, des synecdoques, enfin plein de vocabulaire de grammaire de la langue française. Et voilà, moi ça m'a un peu gêné. En plus du texte qui doit être compris par tout le monde, enfants et adultes, parce que bien sûr ça se destine à la terre entière, le souci est que j'ai l'impression que ce film ça sert un peu à rien, parce que c'est avant tout destiné aux pays riches, plus qu'aux pauvres. C'est l'impression que j'en ai eue. C'est encore plus nuancé que ça, c'est par rapport aux riches dans les pays riches. Parce qu'au bout d'un moment, dans le film, à peu près à la moitié, il commence à évoquer le fait que ceux qui sont touchés par la destruction de la planète, par l'empreinte écologique, enfin par tout ce qu'on va vivre, on va peut-être vivre, c'était surtout les pauvres dans les pays riches qui n'avaient pas une distribution égale des richesses. Et c'est là où il se trouve que là, c'est exactement là où il se perd. Il veut tout traiter. Il veut traiter à la fois de la déforestation, il veut traiter à la fois du réchauffement de la planète, mais il veut également aussi te traiter des disparités sociales, des disparités économiques. Alors il y a un terme très précis pour ça s'appelle le développement durable, qui allie à la fois la vision environnementale, la vision sociale et économique, et il aurait peut-être dû nuancer son propos par rapport à ces théories qui ont été développées dans les conférences de Rio, dans les années 90, etc. Et là aussi où je trouve qu'il se trompe de chemin, il se trompe dans sa réalisation, il se trompe dans son propos, il passe trop de temps sur les aspects explicatifs, sans donner trop de solutions. C'est très mal fait en tant que film de nous dire à la fin « Non, il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste parce qu'il y a une transition énergétique, il y a une transition écologique, il va y avoir un partage des richesses. » ouais, mais bon, on s'est tapé... non, mais en fait, là, le film est vachement bien quand tu coupes le son. Non, mais je suis désolé de dire ça, mais la voix off, elle fait tout le boulot, quoi. Et le boulot, complètement... Non, elle ne fait pas le boulot, nuance. Dans le sens où elle donne tout le propos du film... Mais tient par la voix off. Voilà, c'est si on regardait le film sans la voix off, ce serait presque un autre propos. Enfin, voire même on chercherait des propos qui n'existent pas dans le film si on enlevait la voix off et qu'on mettait une autre musique. Là, il y a aussi un exemple précis, c'est quand il parle de l'île de Pâques. Ah bon, il parle de l'île de Pâques? Il parle de... Ouais. Je découvre des choses. Mais c'est ça, c'est le problème de pas savoir où on est. T'as des images, tu sais pas où tu es. De même que là, on avait revu quelques images avant de regarder un peu les notes et tout ça. Mais il y avait des images, on savait même pas ce que c'était.
t'avais l'impression qu'il y avait des images faites en images de synthèse. Oui, tellement c'était bizarre. J'avais pas conscience de ce que je regardais. Et là, c'est horrible de se dire on est spectateur et on comprend pas ce qu'on voit. On ne comprend pas. Ouais. Et pour ce que tu as dit par rapport à la voix off, par rapport à l'île de Pâques, et je reviens là-dessus, c'est que en réalité, il te montre l'île de Pâques, mais le propos qu'il utilise, c'est de dire on sait pas pourquoi il y a eu des statues à l'île de Pâques, mais il faudrait savoir pourquoi la population qui était sur cette île, en fait, elle est éteinte. Sans sa voix off, tu ne comprends pas le lien qu'il fait avec l'image. Et c'est ça le véritable défaut. C'est un énorme défaut. Hein, parce que pour un film, pas comprendre ce qu'on regarde, la plupart des films, tu peux enlever le son, tu comprends les enjeux. Enfin, la plupart, quasiment tous les films en réalité. Tu enlèves le son, tu comprends les enjeux qu'il y a entre les personnages, entre l'image, entre la musique, etc. Tu vois. Mad Max. Il y a peut-être un autre point sur la voix off, on peut discuter, c'est pourquoi il a choisi que ce soit sa voix. Comment tu reçois cette démarche-là, toi ? Moi je vois ça comme typiquement français. Enfin, c'est le typiquement français, c'est-à-dire le journaliste qui enquête sur quelque chose et qui est engagé. Et en plus tu rajoutes le fait qu'ils se prétendent écologiques. Ouais. Tu as engagé écologique, tu vois, c'est une image de marque. Vu que le cinéma français est fait comme il est, et là c'est plus un documentaire, on a l'impression que c'est son petit bébé, en fait c'est à lui, et puis il te propose son film, il te propose son avis, et du début à la fin, au moins on pourra pas lui reprocher qu'il y a un véritable message, puisque c'est lui qui l'a produit, donc en même temps si c'est lui qui le produit, toutes les erreurs lui sont imputées, j'ai envie de dire, c'est lui qui tourne les images, je me demande même si c'est pas lui qui l'a monté, parce que terme de montage, voilà, et c'est lui qui fait la voix off, c'est lui qui a été invité sur les plateaux TV pour faire la promotion, donc au bout d'un moment t'as l'impression que c'est son film à lui, plutôt qu'un film à visée universaliste en fait. Tu as très bien dit qu'il était engagé, et il va essayer aussi de nous engager nous. Ouais, il va essayer. Oui, voilà. Mais il commence très mal d'ailleurs. Parce que la première phrase de voix off qu'on entend dans le film, c'est « Écoute-moi s'il te plaît ». Strike, t'as eu une espèce d'arrêt cardiaque quand t'as entendu ça, parce que tu avais entendu une autre version. J'avais entendu la version où il disait, enfin ça change pas grand chose, mais bon. Excuse-moi, ça change presque tout. Il disait « Écoutez-moi s'il vous plaît ». Il y a ce tutoiement de rapprochement qui, je trouve, est extrêmement violent. Quand il dit « écoute-moi s'il te plaît », enfin il y a un autre rapport qui s'installe que s'il disait « écoute-moi s'il te plaît », on peut le penser aussi pour le vous, mais moins, le « écoute-moi », on cible une personne, c'est-à-dire la personne, on cible individuellement chaque personne, alors que « écoutez-moi », c'est plus, je le ressens comme ça, à la population, à la masse. Ça peut être aussi individuel dans le vouvoiement, mais je pense pas. Enfin, je le ressens pas comme ça. Moi aussi, je le ressens pas comme ça. Et en plus, le écoutez-moi, même le écoute-moi, ça a aucun lien avec la voix off qu'on entend durant toute la période du film. Justement, il y a une objectivité dans la description des faits qui est bien, pour le coup, mais dès qu'il commence son discours, ça sonne pour moi comme un reproche. Et je sais pas si c'est le but. Bah, le fait d'expliquer, tu peux pas, moi je le prends pas comme ça, comme un reproche, mais le fait d'expliquer des faits qui se réalisent, c'est la réalité, c'est l'objectivité, mais le fait de rajouter son discours, écoutez-moi, qui apparaît en introduction et puis en conclusion, parce que c'est véritablement monté pour faire croire que c'est un plan de dissertation, j'ai envie de dire. Ouais. Et son introduction et sa conclusion, il donne son avis à lui. Et là, t'as l'impression que tout ce que tu as écouté est remis en cause, et on a l'impression que c'est l'humanité entière qui a causé tout ce désastre environnemental. C'est bien que tu parles de dissertation et tout ça, mais non, mais c'est un peu ça. C'est un peu le... J'ai pas envie de dire... Si, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est le maître d'école. Et on a des enfants... C'est ce écoute-moi qui me... Oui, c'est vraiment, tu sais, comme si t'avais les gens qui faisaient le chahut, voilà. T'as la classe, c'est la planète. Ouais. T'as des enfants qui font le chahut, c'est la population qui fait n'importe quoi sur la planète. Et t'as le maître d'école, c'est Yann Arthus Bertrand, qui dit « Écoute-moi s'il te plaît » ou « Écoutez-moi s'il vous plaît ». Il y a un côté qui est fait pour infantiliser le spectateur. Et on utilise l'impératif et le tutoiement et dès la première phrase. Et il utilise aussi le « nous » dans lequel il fait mine de s'englober, mais qui cache en fait un « vous ». C'est sûr qu'il va pas utiliser le « je » où tu es responsable, tu sais, avec le écoutez-moi. Ouais. C'est de ta faute ou c'est de votre faute. Là, le nous sommes coupables, nous sommes responsables, oui, il s'englobe peut-être dedans, mais il se cible pas en priorité en fait.
J'ai l'impression qu'il prêche cet évangile de la dépolitisation. Lorsqu'à la toute fin du film, il enjoint à son spectateur « Nous sommes des consommateurs responsables, réfléchissons à ce que nous achetons comme si lui... » Enfin, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas l'impression qu'il s'englobe là-dedans. Ouais, je comprends. Et Alors que c'est faux, mais c'est une impression que j'ai parce que tout le discours aussi commence avec un début de voix off qui est maladroit. Et ça m'a donné... Ça englobe tout le reste. Non, mais ça m'a donné un préjugé que j'ai appliqué à la suite de son discours. Mais parce qu'il a mal commencé, il m'a mal pris par la main au début du film. Tu vois? Ouais, je vois. Et c'est précisément ce que je disais, Yann Arthur... Alors c'est Yann... C'est Yann Arthus Parce que Bertrand. j'ai tendance à le dire en entier. C'est pas BHL, c'est YAB, tu vois. Oh, mais c'est très bien alors. Et c'est ce que je disais au début. YAB ne s'attaque pas à un ensemble de choix politiques mûrement concertés, mais il pointe la responsabilité individuelle de chaque personne. Le coupable, c'est l'homme, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire le spectateur. Et il passe son temps à nous dire qu'il y a plus grand, plus vieux que nous. Je me rappelle avec les arbres, ou avec tu vois, des espèces de vieilles chutes d'eau, des trucs, ouais, ça fait 200 ans que c'est là, et nous... 200 ans, 200 000 ans. Ouais, bon, ça dépend quoi, hein. Ouais. Et après, il nous dit, oui, nous, on l'a déglingué en 20 ans, enfin, une espèce de truc, on est un homme qui détruit tout, voilà. Et à la 16e minute, on a l'homme, et hop, c'est parti pour les reproches. Parce que avant 16 minutes, on a la nature. Il nous présente rien d'autre d'humain. Et c'est marrant parce que moi, c'est les 16 premières minutes, j'ai trouvé ça inintéressant. Non mais c'est vrai, j'ai trouvé ça insipide. Oh, la nature qui est sans homme, c'est pas terrible. On va rajouter un peu de pollution, là, ça va devenir intéressant. Non mais c'est quasiment ça, tu vois, Ouais. c'est tellement hors du réel que je me suis dit, mais en fait, il veut nous montrer quoi? Parce que si c'est pour dire que la nature vit sans l'homme, bah on meurt tout de suite, on va se suicider. Mais il dit... Non, mais précisément, il dit du mal, mais sans le dire clairement. Il dit, tu vas changer le visage de la planète. Et il continue dans la chronologie, et on pourrait en fait s'arrêter après 30 minutes. Mais on a 1h20 de malheur comme ça. Et après 10 minutes d'espoir. Autant se tuer tout de suite. Et il commence... C'est simple, il commence son film, il dit, hé, écoute-moi, il faut te suicider parce que la Terre, c'est foutu. Mais directement, ce serait beaucoup plus clair. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment un problème d'équilibre des forces, en fait. Je pense que c'était pour appuyer particulièrement le propos, mais je pense que, honnêtement, je l'aurais beaucoup plus accepté le film s'il disait un malheur et qu'il essayait de trouver la solution. De nous montrer qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place ou qui sont en cours ou qui sont déjà valides. Mais toutes ces solutions sont balancées, mais pas assez recherchées, parce qu'il a fait beaucoup de recherches pour nous présenter, voilà, des éléments sur différents points du globe. Alors les solutions, je suis sûr qu'on... En fait, Home, il aurait pu faire un deuxième film inversé. Je suis convaincu qu'on aurait pu aussi tenir 1h20 avec que du bonheur, d'espoir sur la planète et 10 minutes d'horreur. Je suis d'accord. Je suis sûr. Après, c'est ces films chocs et tout ça, mais moi, je n'aime pas ça. Enfin, je l'ai pas trouvé très choc, en plus, je l'ai trouvé très consensuel, finalement. Parce que consensuel dans le sens où... Moi, j'entends depuis... Enfin, c'est ce matraquage. Ouais, c'est ce matraquage en disant qu'on est tous responsables, qu'on a causé la fin de notre vie, en réalité, et puis la fin de notre écosystème. On l'entend tous les jours, mais vraiment tous les jours, c'est quelque chose d'assourdissant, c'est quelque chose qui est quasiment oppressant. Donc, dans ce sens-là, je l'ai trouvé... dans l'air du temps, enfin l'air du temps ça fait aussi très consensuel, mais c'est vraiment on sent ça depuis 10, 20 ans, on sent que ça vole dans les airs, ce petit mais climat. maintenant aussi dans les films de fiction, on a ça régulièrement. Par contre, même si on n'est pas d'accord que le film soit choquant, il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement choquant, c'est l'introduction du film. Avec Home, qui est créé par des marques de grandes maisons. Et qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Que notre maison, ce sont juste des marques? Alors, il faut savoir que ce sont les différents financeurs du film, à l'auteur de 10 millions. Ils ont financé la totalité, faut dire. Peut-être pas totalement tout, mais une grande partie. Et moi, ça m'a gêné, parce que le message que j'en ai ressenti, c'est que ce qui constitue notre terre, ce sont les industriels, qui nous vendent du superficiel, et qui nous vendent de la destruction de la terre. Parce que c'est un peu comme ça dans le film aussi, hein. Dans le film lui-même, Yab, notre copain Yab, il nous vend de la surface. Comme les grandes surfaces de Cora, je sais pas moi, Auchan ou que sais-je, ou la Fnac, qu'on voit dans le titre. Ou Gucci. Voilà, ou Gucci.
Donc moi je sais pas, moi ça me pose un problème quoi. Ah, bah, Parce qu'on a deux titres il y a en deux fait. titres. Il y a le titre, alors je pense qu'il y a deux visions. C'est peut-être un entre guillemets hommage qu'il a fait à ses financeurs. Oui, merci de m'avoir produit. Et puis il y a le titre, enfin le titre d'ouverture sur la Terre, qui lui est plus une référence à... Bah non, c'est pas une référence, c'est juste qu'il veut nous ouvrir en disant qu'on est ouvert à la planète, qu'on vit sur la Terre. La première introduction, moi aussi je l'ai trouvée extrêmement choquante. On pourrait dire qu'il y a des gens qui critiquent ça, mais c'est véritablement une vision du capitalisme vert en fait. Ça serait une vision qui voudrait que on modifie juste notre façon de consommer, mais sous un plastique, un emballage vert, sans rien véritablement changer. Et c'est ça, moi, j'ai trouvé extrêmement choquant, et ça remet pas en cause... Enfin, son film aurait pu remettre en cause notre façon de consommer, parce qu'il le dit, hein, soyons des consommateurs responsables, sauf que je suis pas vraiment sûr qu'ils se rendent compte que le commerce équitable, c'est plutôt les riches qui peuvent consommer ce genre de produits, alors que quand tu vas dans un Auchan, ou même dans un Leclerc, voilà, c'est pas vraiment les produits déjà qui sont mis en avant, et puis c'est pas les produits qui ont le même prix à la consommation, donc tu vois, c'est ce que je disais, c'est un film pour riches, fait par des riches, vu par des riches. Ouais, moi je trouve ça dommage que... Après les pauvres ils peuvent pas faire grand chose en fait. Il est destiné à la terre entière mais il y a que les riches qui le voient. Hein. Et pourtant c'est louable. Hein. Enfin l'entreprise est louable. Et l'entreprise, c'est bien ça le problème. Non, c'est l'entreprise. Mais je veux dire, l'entreprise est louable, il y a quand même eu un gros travail de recherche. Alors, le mec l'a dit clairement, Yab, hein, notre copain, et il a dit clairement que c'était inspiré du film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Al Gore a influencé Yab. Là, franchement, Yab, je trouve que c'est trop cool comme PJ pour le prince Jean, tu vois. C'est Yab, moi je trouve que ça fait un peu Yoplait, tu vois. Bah, ça fait un nom de marque, nom pour une Yab. entreprise. Ouais, Société Yab. de production Yab. La Yab Prod. Oui, Al Gore en fait l'a influencé parce que ça lui a donné un espèce de coup de boost pour son projet. C'est lui qui l'a dit, hein, et c'était quand même un projet de 3 ans. Il y a eu un engouement, mais il a dû quand même chercher de l'argent auprès d'une compagnie industrielle. En fait, dès que les producteurs qui étaient intéressés ont entendu distribution gratuite, eh bien ils ont tous fui. Et c'est là que PPR, encore une abréviation, arrive et a financé le film. Et puis... Quand Yann Arthus Bertrand dit gratuit, film gratuit, c'est quand même fait pas mal de pognon avec. Hein. C'est un film qui a été diffusé dans 54 pays. C'est un film qui a eu aussi 217 jours de prise de vue parce qu'on va partout sur le globe. Là, au moins, on ne peut pas le nier. Ça nous fait voyager. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas où on voyage. Bah, sur la Terre. C'est déjà une bonne indication. Mais je crois que c'était un petit peu son but. C'est que Home, ce n'est pas la Chine, la France, le Suisse. Non. Il n'y a pas de frontières. Et en cela, le film est intéressant. Même si c'est un peu frustrant que nous, on voudrait savoir où sont ces belles images parce que nous nous rattachons à un État, à des limites, à des frontières. Est-ce que tu as remarqué par rapport à ça, au bout d'un moment, quand il parle des transports maritimes, il y a le drapeau français qui apparaît, et j'ai l'impression que c'était pour dire, oui, tu vois français, on parle aussi du monde, mais tu es aussi incorporé dans cette destruction. Oui, mais je pense que quand il dit que le film a été diffusé sur les 54 pays, je pense que ce sont ces 54 pays dans lesquels il a été. Chacun se retrouve dans ces images, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a eu énormément de tournages, il y a eu, alors je crois que c'est le site qui le disait, je suis pas sûr, 488 heures de rush, ce qui est un gros paquet pour comme ça du film documentaire, voire même du film de fiction, c'est plutôt lourd. Il y a eu des feuilles de route qui étaient faites à Paris et qui ont été après envoyées aux équipes sur place. Donc il y a aussi un grand travail de coordination et de logistique. Souvent on l'oublie quand on fait du film ou quand on fait du documentaire, quand on en parle, comme ça quand les critiques en parlent sur internet. Mais pour ce genre de film, il y a une grosse coordination et c'est aussi un travail de réalisation et d'organisation qui est assez immense. Aussi un travail technique, parce que là comme ça, la caméra sur l'hélico et puis basta. Mais il y a eu aussi un travail avec des caméras Cineflex qui étaient capables de gommer les vibrations d'hélicoptères, parce que l'hélicoptère ça vibre beaucoup. Elles sont capables aussi de zoomer très très loin, si on ne peut pas trop s'approcher de lieux peut-être qui sont protégés. Je crois que c'était du numérique, je ne suis pas sûr. À mon avis, ça devait être de la haute def top. Et on voit tout de suite que le travail de caméra est maîtrisé. Parce que l'hélico, faut bien comprendre que c'est super compliqué. L'hélico déjà doit arriver, et le problème c'est qu'on a un problème d'autonomie de l'hélico.
et de son carburant pour le coup. Et après, il faut repartir et revenir avec des lieux si éloignés qu'on voit, genre Sahara, des trucs comme ça. Mais compter peut-être sur 2h30 de voyage, d'autonomie d'hélicoptère, 30 minutes de vrai tournage. Alors qu'on a 488 heures de rush. Donc c'est énormément de temps de passer pour essayer de bien capter l'image, et la plupart des images sont nickel. Oui. Et je vous ne parle même pas du climat qui suspendait tous les voyages. Alors nous avons ces images qui sont de très belles captations de notre planète, avec des visages qui sont anonymes. Nous avons des humains quand même dans Home, mais qui sont captés de très très loin. Ça donne une impression d'une distance identique pendant tout le film, parce que ce sont que des plans généraux. Ça me donne cette impression de distance et presque d'ennui, parce qu'on se rapproche jamais de ce dont on parle. D'ennui, de détachement en fait. De flottement, je pourrais même dire. Et c'est en cela que c'est presque de la manipulation totale, parce que on est tellement loin de l'image qu'on se raccroche au texte. Ouais, c'est vrai, j'ai ressenti ça aussi. C'est que il aurait pu faire un podcast avec des images qui défilent et puis avec sa voix off. Et finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt ça le film. Ouais. C'est que. Tu vois, il fait comme dans Scene Files. Parfois, on est tellement détaché, c'est le flottement que, comme tu disais, on est totalement pas happé en fait. On n'est pas happé par le film. C'est la voix qui nous raccroche à ce qu'on voit, parce que sinon, on éteint direct et puis on regarde plus. Ouais. Perché sur son hélico, observant le monde avec bonté et paternalisme. Notre Yab Dieu a la scène des prophéties glaçantes. Mais c'est vrai, en plus il dit oui, en 2050 on va tous mourir. Non mais en gros c'est ça, Et d'ailleurs je crois même que Al Gore le disait déjà. La beauté du plan venait de la capacité du pilote à piloter autour de ce qu'il voulait filmer. Voilà, une image plate, brute, qui allait être après étalonnée par la suite. Je pense qu'il y a des images qui devaient être vraiment moches, et le mec il t'a fait ressortir les couleurs. Il y a une gestion de couleurs dans ce film qui est magnifique. Moi je me souviens d'un plan où on a des collines qui saignent. Mais c'est avec l'érosion. On croirait des tableaux. Notamment une avec les rizières en Asie. On voit les paysans cultiver la terre, et là c'est magnifique. T'avais même parlé d'un plan de parking. Ah oui, le plan de parking. On voit toutes les voitures qui sont à parking, qui sont produites, et au milieu on voit un petit espace de terre, et j'ai trouvé que là c'était splendide en fait comme plan, avoir trouvé ça magnifique. Et pour le coup, ça donne envie de voyager. En fait, je sais pas si c'est vraiment le même message que voulait nous dire déjà profiter de la planète tant qu'elle est encore vivante. C'est un objectif secondaire. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un document d'archives. Oui. Je faisais peut-être le reproche de peut-être pas montrer des images d'archives. Mais ce film devient une archive, oui, complètement. Oui. Avec, comme tu peux le lire sur le document, des plans de la tour de Dubaï, la Khalifa Tower, ou je sais plus comment elle s'appelle. Oui, ça doit être ça. Qu'on voit dans Mission Impossible 4, oui. Ghost Protocol, et qui est là en cours de construction quand on a eu le tournage. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve, de nous montrer des images qui sont typiquement des images d'archives, comme on a maintenant toutes les images où on a dans les fictions les deux tours, ce sont devenues des images d'archives, pour le coup. Parce qu'il y a eu une évolution de l'histoire qui a fait que ces images maintenant deviennent de l'archive. Et ici, ce sera le cas aussi. Quand on voit un moment, je crois, le Kilimandjaro, oui. Avec le peu de neige qu'il reste dans quelques années, il n'y en aura plus du tout. Voire même, c'est déjà le cas maintenant. Donc, ces images vont devenir très précieuses parce qu'elles vont témoigner d'une évolution dans le temps de notre planète. Et en cela, je crois pas que c'était l'objectif de Yann Arthus Bertrand, je pense pas, mais ça devient aussi l'objectif de ce film. Pour les gens qui ne sont pas intéressés en fait par le message que veut nous présenter le bonhomme, chaque image semble me dire à moi, je sais pas comment tu l'as senti, mais regardez, c'est très beau, c'est en train de disparaître, mais regardez ce qui peut être encore sauvé, ce qui peut être encore préservé. Moi je l'ai ressenti comme un regardez, c'est beau. C'est vous qui le détruisez. Ouais. Et regardez beaucoup plus accusateur. Regardez ce que vous n'allez pas sauver et préserver en fait. Alors il y a, par rapport toujours à ce point de vue d'hélicoptère, il y avait un réalisateur de documentaire qui s'appelle Ritipan, sûrement les grands spécialistes de documentaires sur la chaîne connaissent ce nom. C'est quelqu'un qui a fait une table ronde, je crois, sur le YouTube de l'ESRA. Vous pouvez retrouver l'interview, et qui fait du cinéma dans un pays où il n'y a pas de cinéma. Et il disait qu'il n'y a plus de films dans les pays en voie de développement.
il est très consterné que le cinéma se resserre sur ceux qui ont de l'argent. Et il disait, précisément, du film Home, il fait un film écologique en hélicoptère, sans poser le pied au sol. Vous ne trouvez pas ça absurde? Et pour moi, c'est une démarche un petit peu bourgeoise. On filme sans se salir, sans être au plus près. De ce que j'ai lu, et tu me l'avais confirmé, Straight, c'est que Yab a été le photographe du Paris-Dakar pendant 10 ans. Le symbole du néocolonialisme triomphant. Et je trouve que ça joue pas en sa faveur. Oui, ça joue pas en sa faveur, et il y en a même dans des critiques que j'ai pu lire sur le net qui disaient qu'il se rachetait une conscience à travers Home en fait. Bah c'est un peu comme Luc Besson Ouais. qui je fais de la merde là pendant 10 ans en tant que producteur. Je produis un petit film là bien sympa. En plus il l'a pas produit, c'est PPR qui a tout produit. Ouais. Non mais en termes logistiques c'est Luc Besson qui a aidé bien sûr. Je trouve là encore une fois on en revient à Koenigsegg, mais Radio lui il est très très proche de son sujet avec des gros plans, des inserts. Donc il était sur place. Et en face des gens, il n'était pas du haut de l'hélicoptère. Donc il y a ce côté-là qui me gêne un petit peu. Le point de vue du divin, tu vois, la nature vue du ciel, le sujet ne s'individualise pas à l'écran. C'est une vue globale, voilà. Pour quelque chose d'émotionnel, je trouve que c'est vachement froid. Après, Luc Besson n'était pas intervenu par rapport aux propos, mais il a apporté son expérience au montage. Il a livré son point de vue de spectateur. Je trouve que le montage n'a pas sa propre logique. Le montage n'appelle pas à la réflexion, juste le montage. Les chocs sont quasiment absents. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas très forts. Il y a que des plans super esthétiques. Oui, il y a quand même des représentations symboliques. Tu parlais précisément d'un plan de parking, Oui. Avec un arbre au milieu de plein de voitures. Ça, c'est un peu symbolique. On pourrait presque penser que cet arbre a été rajouté numériquement tellement c'est fou. On montre une accélération de la civilisation, mais le film ne s'accélère pas. C'est exactement ça. Il aurait pu accélérer les images. Il n'y a pas de timelapse, par exemple. Ouais. Il voulait que le film prenne son temps. C'est moins sensoriel que d'autres films de ce type-là. C'est un procédé qui appelle à la distanciation. On en avait un petit peu parlé. Le son du film n'est pas celui de la Terre. Ça aussi, c'est important. On a le son de l'hélicoptère qui est absent. Les sons du direct de la Terre, de tout ce qui est environnement, est complètement vidé ou atténué. Parce que des fois, dans certains environnements industriels, ils gardent le son. Et là, pour le coup, c'est plus pour renforcer le côté film que le côté documentaire, en fait. Oui, ils illustrent l'image, mais sans réel propos. La musique est là pour juste faire pleurer. Voilà. Oui, non, mais il faut dire un peu ce qui est. C'est ça. Hein. On peut regarder le film en coupant le son et mettre une autre musique. Alors là, pour le coup, vraiment une autre musique qui serait presque plus efficace. L'enveloppe musicale est assez belle, avec des chants tribaux, ethniques. Puis après, on va dans quelque chose qui est un peu plus occidental. La musique reflète un mélange culturel, des musiques du monde, des teintes de Philip Glass, donc qui a fait la musique de Koenigsegg. Mais je trouve que c'est trop larmoyant. C'est une musique d'ambiance. Une musique qui ne s'intègre pas avec les images qu'on voit. Elle s'intègre dans le discours qu'on entend. C'est ça aussi, pour revenir à la première phrase du film. Écoute-moi, mais il faut écouter ce film et non pas le regarder. Ce qui est navrant pour un film, de se dire qu'il faut écouter un film pour ressentir le message. Quelle est la mission de ce véritable char d'assaut écolo? Faire bouger les mentalités, mais pas seulement. Quel est le message de ce film? Alors moi j'ai dit qu'il accusait, mais il ne faut pas confondre la culpabilisation et la responsabilisation. Je trouve quand même que le ton est sentencieux. On nous plonge dans le désarroi, mais c'est juste qu'on nous le rabâche. Comme tu l'avais dit d'ailleurs, on nous rabâche tout le temps, et pas que dans ce film, mais un peu partout dans la société aujourd'hui. On sait que notre planète est foutue, parce que les industriels ne vont pas arrêter. Alors il faut arrêter de nous bassiner avec ça, quoi. Mais promis, moi je jette mes papiers à la poubelle recyclable. Hein. Bah c'est surtout que les industriels vont pas arrêter, mais parce qu'ils produisent ce film, donc finalement... Oui voilà, on achète les produits, donc notre système actuel nous mène à notre perte. Ne rien changer serait criminel, mais on fait ce film pour se donner bonne ou mauvaise conscience. En termes de réalisation, lui il a une idée et puis nous fait poser des questions, pas sur son idée à lui, mais sur l'idée de ce que veut dire le film. C'est là où il y a un problème, puisque normalement si le film avait été... l'intention de réalisation aurait été claire, on aurait ressenti de quel côté nous on peut se placer. On peut être contre, on peut être pour, mais là on sait même pas si on est contre ou pour, donc là c'est un véritable souci. Ah mais le message il est clair, hein. L'homme il est mauvais et la terre elle est jolie, hein. L'homme c'est le parasite et la terre est riche, et c'est ce qu'il nous présente au début. Tu l'avais dit précisément,
le début du film, voilà, est vraiment très spécial parce qu'on n'a pas l'homme. Donc on nous montre la terre est riche, elle a de magnifiques décors, on sent qu'il pourrait y avoir une vie formidable. Et dès que l'homme arrive, il commence déjà à travailler la terre. D'abord à travailler en termes d'agriculture et après ça va devenir démentiel. Des mecs en combinaison jaune vaporisent les récoltes suivant le rythme du tracteur et non du leur. Ouais. Et ça, je trouve ça terrifiant, c'est-à-dire on fait subir à la Terre un rythme donc, que nous avons créé et nous-mêmes nous suivons un rythme de machine. Tu vois, donc il y a une espèce de... Je n'arrive pas à bien le cerner, mais on ne nous laisse plus le temps parce que nous sommes coincés dans notre propre rythme industriel. Et cette image de ces vaporisateurs, je trouve, est tellement parlante. C'est une image complètement anodine, hein, mais je trouve qu'elle est tellement parlante, en fait, pour montrer tout le rythme, en fait. Le rythme que les mecs font subir à la planète, et eux-mêmes s'infligent un rythme qu'ils arrivent à peine à suivre. C'est assez terrifiant, je trouve. Et pour reprendre cet exemple-là, je l'avais aussi noté, c'est que en termes de voix off, il l'indique par rapport aux personnes qui font les récoltes, qui sont en combinaison jaune, et on a l'impression que c'est une catastrophe nucléaire. Yab, il nous dit, alors on ne sait pas quels effets ces produits chimiques, ces pesticides vont avoir sur l'homme, c'est pour ça qu'ils portent des combinaisons. Et là on se dit, en termes de réalisation, c'est pas clair, parce qu'il aurait pu dire, ils vont avoir des maladies, ils vont attraper, ils vont choper des cancers, et là il te dit, on ne sait pas, c'est peut-être pour ça qu'ils se protègent. Et c'est exactement la portée de ce film, c'est que on est dans un entre-deux, et on ne sait plus, enfin moi personnellement je sais plus où je me trouve, je sais plus si c'est un journaliste qui donne son avis, ou si c'est un scientifique qui donne son avis, ou si c'est un publicitaire qui donne envie de voyager partout dans le monde. Donc c'est ultra navrant et c'est choquant de se dire que en plus il y a des industriels qui ont financé ça. mais je crois quand même que tu es d'accord avec moi qu'on n'est pas en train de dire que le film n'a pas de discours. Non. Mais c'est du déjà vu. C'est le seul film à avoir bénéficié d'une telle diffusion massive et gratuite dans le monde. Internet, la télé, le cinéma. Mais est-ce que les intéressés l'ont vu? Et le message, il s'adresse aux gens qui peuvent agir, les entreprises, les compagnies. Mais en attendant, ça sert un petit peu à rien. Parce que en termes d'intérêt, c'est avant tout des intérêts économiques. C'est ça. Et puis pour la portée politique que tu disais, je sais, par source sûre, non je rigole, mais je sais que Sarkozy l'avait vu et que l'ancien ministre de l'Environnement et de l'Écologie, Borloo, l'avait vu. C'est une autre thématique, savoir si politiquement un film peut aboutir sur quelque chose. Ouais. Ces gens-là, ils sont déjà au courant de ce genre de problématique. Oui, bien sûr. Et donc c'est plutôt un film fait pour la populace, la masse, pour les gens de... La masse populaire. La masse, là, c'est plutôt... C'est une visée de vulgarisation. Oui. Et puis même si tu donnes ça à un scientifique, un géographe ou tout ce que tu veux, il va se foutre de la gueule du film comme pas possible. Parce que c'est avec des gros traits qu'on est en train de tirer la planète. Donc Home touche plus clairement, directement la sensibilité de chacun d'entre nous. Comme ça, des masses... des masses... Pas du bétail, mais quoique des fois on a l'impression de l'être, hein, mais c'est la terme de réalisation aussi. On a l'impression que nous, que ce soit les animaux, les plantes, etc., l'écosystème, on a l'impression qu'on est une masse un peu compacte. Ouais. Les hommes, on est que des acteurs de la destruction, mais on ne peut pas contribuer à lutter contre cette destruction. Étant donné, je pense que ça donne aussi cette impression parce que tout est filmé en plan d'ensemble. Et on fait prendre conscience d'abord par l'émotion auprès du spectateur via, comme j'avais dit, des syntaxes en voix off et les plans généraux avec de la musique pour changer notre regard sur le monde. On a à la fin une voix d'opéra avec des cartons qui s'enchaînent, mais des trucs genre terribles. Hein. 1 milliard de personnes ont faim, 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Voilà, merci. Et à un moment, il dit, faut-il toujours construire des murs pour rompre la solidarité humaine? Et là, je vous le donne en mille, on a la muraille de Chine. Alors là, moi je trouve que c'était horrible. Surtout que la muraille de Chine, c'est même pas pour rompre la solidarité humaine, c'était pour se protéger de dangereux Mongols, des envahisseurs extrêmement agressifs. Et quasiment à 10 minutes de la fin, on a des espèces de déversement de bonnes nouvelles, mais ça sert à rien parce que tout le monde est parti avant. Non mais c'est vrai, à un moment il te dit cultiver le soleil, mais tu te dis oui, mais pourquoi tu n'as pas pu le dire avant, espèce d'enfoiré? Non mais ça, moi ça me sidère. Genre on en revient encore à cette idée, on l'avait déjà évoqué avant. Et c'est en fait à la fin du film que le malaise surgit. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est ultra maladroit. Oui.
et on te rabâche tellement qu'on va bientôt crever que d'après ce qui est dit, hein, il nous reste 10 ans avant de... En fait, il explique qu'il nous reste 10 années à partir de 2009 pour changer notre méthode de consommation et pour changer notre destruction de la planète. On est mal barré, on est en 2015, ça va pas changer. Il nous reste combien de temps? 4 ans. Voilà, on va pas chômer, je te le dis. Hein. Et après, là, je pense qu'on touche évidemment à la limite de l'exercice. Le diagnostic est brillamment établi, il n'y a aucun traitement sérieux qui n'est proposé. Mais voilà, on a des retombées du film qui sont intéressantes. Le film est utilisé pour l'éducation des jeunes. Je vous invite à regarder, comme je disais, le dossier pédagogique qui est sur le site du film. C'est super bien foutu pour expliquer l'écologie, et aussi pour expliquer les techniques de montage, la plongée contre plongée, comment qualifier aussi les sentiments suscités par le film, la place du spectateur, c'est assez intéressant. Le film est un manifeste, avec deux approches, l'artistique et didactique, qui ont leur légitimité, mais il n'est pas question de disqualifier l'une au nom de l'autre. Et suite à ce film-là, Home, il a fait d'autres films, ce que je ne savais pas du tout. Il a fait La soif du monde, Humain, Planète Océan, mais j'ai même pas envie d'en parler, j'ai même pas envie de les regarder. Alors que je suis sûr que ce sont des super films. Peut-être que tu feras une semaine spéciale Yab. Oh non, non, moi je ferai sûrement une semaine spéciale Reggio Frique. Moi ça me botterait bien, mais alors ces films non. Je suis sûr qu'ils sont très bien, c'est beau et tout ça. Mais alors là, si c'est de nouveau les mêmes messages avec sa voix off, ah non pitié, merci bien. Je pense que tu seras d'accord avec moi de dire que c'est un film quand même qui est un peu ambitieux. Oui. Un peu, qui est ambitieux tout court. Oui. Mais en même temps, c'est le premier long métrage de Yab. Home a la chance de pouvoir s'adresser à un grand nombre de personnes. Son titre est court et universel. Et là, c'est assez marrant. Yab dit qu'il est libre de droit. Mais en fait, non. Il y a des droits dessus. Ça sert à rien de le mettre sur votre YouTube. Hein. J'ai essayé il y a des années, ça n'a pas marché. Mais oui, Home a une démarche esthétisante, une vision quand même binaire, qui n'est pas problématisée. Ces images ne reflètent pas des orientations idéologiques de son auteur. Si, mais c'est mis en valeur peut-être d'une façon qui n'est pas optimisée. Ou en tout cas, nous, on peut pas comprendre son avis à lui. Avec je crois que ça l'intéresse même pas en fait. C'est peut-être ça, en fait, ça se trouve, il s'en fout. Il a juste fait un film pour dire mais oui, on va mourir. Mais oui. Attends, ça veut dire qu'il fait son film. Ça veut dire que le truc, il est tellement froid, il est tellement violent d'une certaine façon, nous on peut se dire mais nous qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas de solution. Enfin, on a 10 minutes, encore 10 minutes on est gentil puisque ça doit faire... Il y a le générique quand même. Il y a le générique. Il doit avoir 6 minutes 30, 7 minutes à tout casser et le mec il fait son film, il en a rien à foutre. C'est-à-dire que nous on est là, on fait ah ben on va mourir, oui écoute-moi, tu vas mourir. Il y en a peut-être qui ont trouvé que c'était vraiment quelqu'un qu'ils ont ressenti engagé, mais en nous, quand on écoute le film, c'est plus un enchaînement de choses objectives qui sont vraiment là, bien que, même s'il a reçu plein de prix et tout ça, il y a des critiques qui disent qu'il y a des informations qui seraient inexactes ou outrancières. Il y a des critiques qui sont allées assez loin dans les interprétations politiques, qui critiquent les propositions de Yab, de technologies trop coûteuses pour les pays pauvres et exonérant les plus riches. C'est là aussi qu'on voit que c'est un film qui se destine aux riches. Parce que les pauvres, quand tu leur dis « Ouais, alors il faudrait je sais pas combien de panneaux solaires pour tout... » Ah, on n'a pas d'argent, hein. Donc là, ça pose aussi un problème. Et puis, je vais un peu plus loin, surtout que nous, on a toujours consommé, on a toujours profité des ressources des pays, entre guillemets, pauvres, que du jour au lendemain, on peut pas leur dire « Nous, on a fait notre révolution industrielle, on a tout fait, on s'est développé, vous y avez pas le droit, il faut faire la transition écologique. » Alors pour le coup, on a la voix off de Yab en France, donc c'est le réalisateur, mais il faut aussi savoir qu'il a été traduit bien sûr dans plein de langues différentes et montré dans 130 pays le même jour. Donc on a eu d'autres traductions et donc d'autres doublages, parce que c'est pas Yab qui va faire les 40 traductions. Hein. On a eu Glenn Close en anglais, on a eu Isabella Rossellini en italien, on a eu aussi Salma Hayek qui est en espagnol, ou encore en chinois, Zhong Qiang, je crois que je la prononce très très mal, mais qui a fait le doublage du texte de Yann Arthus Bertrand, que vous pouvez aussi trouver sur le web. Alors, également sur le web, on a trouvé des termes de propagande
qui renvoie habituellement à l'ensemble des actions menées dans le cadre d'une stratégie de communication afin d'influencer la population dans sa perception des événements. C'est une traduction que j'avais trouvée vulgairement et assez rapidement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et est-ce que tu penses qu'on peut proposer Home comme étant une vaste entreprise de propagande? Propagande de quoi? Un mystère reste entier. Voilà, c'est ça. Oui. Pour moi, si on est d'accord avec ce terme de propagande, c'est une très mauvaise propagande. Oui. Alors là, mais c'est raté. C'est le zéro de la propagande, parce que nous, on se pose tellement de questions que même le réalisateur, il fait... Mais propagande pour la Fnac et le groupe PPR. Et tu dis, ouais, il y a la Fnac qui est dans Home. Je vais aller m'acheter un CD à la Fnac. Le film n'est pas un manifeste isolé. Il s'inscrit dans une plus vaste entreprise qui tend à rendre l'écologie compatible avec le néolibéralisme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah ouais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le capitalisme vert. Déjà, ça critique énormément les pays pauvres, ça critique énormément les pays riches, mais il faut consommer responsable. Donc, si on a retenu que ça revient à remodifier notre façon de consommer, ça vient à remodifier notre façon de percevoir notre environnement, mais finalement, est-ce qu'on le maltraite pas de la même façon, sous une violence qui serait camouflée à travers le côté écologique, à travers le côté sain, à travers le côté vert? Surtout quand tu vois que le grand groupe finance à hauteur de 10 petits millions le film, et que voilà, pour se donner bonne conscience, et Yann Arthus Bertrand sait leur renvoyer l'ascenseur, et que de l'autre côté il te licencie à tour de bras en 2009-2008 des gens de la Fnac, alors qu'ils ont fait je sais pas combien de bénéfices. Bon, moi je trouve que c'est complètement malsain, quoi. Les entreprises qui ont financé ce film n'ont même pas une politique qui est saine. Mais ça reste aussi une pratique qui se fait sur toute la planète et qui nuit aussi à la planète en quelque sorte, avec des gens qui ont plus d'emploi, qui ne savent plus quoi faire, alors que je suis sûr que ça peut être complètement évité. Mais parce qu'il y a aussi cette logique industrielle qui se retrouve aussi dans le facteur humain, que voilà, on a des espèces de choses absolument horribles qui se passent et qui se passent tous les jours. Et c'est ce genre de grand groupe qui a financé le film. Bah pour revenir sur le terme de propagande, ça serait pas une balle. Dans ces cas-là, c'est une très mauvaise propagande, mais c'est une très bonne pub pour les entreprises. Ah bah oui. Le fait de se faire citer comme ça, et moi ce que je considère le plus malsain dans tout ça, parce que une entreprise, d'accord, c'est fait pour avoir des bénéfices, même le licenciement, je trouve ça dégueulasse. Mais à la rigueur, s'ils avaient des pratiques écologiques, de transformation de leur façon de consommer, de produire nos produits qu'on achète et eux qui vendent, là, je pense qu'on aurait eu une vision totalement différente sur le film que Bertrand il nous a proposé en fait. Ouais, mais pour le coup, le film se rattache aussi à la propagande parce que le gouvernement se mêle de la promotion du film. C'est-à-dire, le gouvernement fait un choix sur le film directement. Alors, il faut savoir que sur mes notes, il y a marqué Jean-Louis Borloo, et juste en dessous, il y a marqué Troisième Reich. Il faut dire ce qui est. Jean-Louis Borloo demandait au préfet de faire la promotion de Home. Et ce qui se passait, mais tu l'avais dit aussi très justement, chez Staline, c'était exactement la même chose. Dans le Troisième Reich, il gérait la diffusion, voire même la production des films. Concernant, par exemple... Le Triomphe de la volonté, qui est un film de 1935 de Leni Riefenstahl, on tente de faire adhérer à la vision du monde par le biais de l'émotion et de l'esthétique, ce que fait exactement Home. C'était quelque chose qu'avait souligné un spécialiste de la peur dans le cinéma américain à l'université, un mec qui s'appelle Laurent Guido, sur l'espèce de rapport qu'on peut faire, qui a toujours été le cas. Je veux dire, Home est qu'un descendant bien sûr indirect de pratiques qui marchent. La propagande, ça marche dans ce sens-là, c'est l'émotion créée par l'esthétique et la mise en scène qui va faire adhérer à une vision politique extrêmement forte. Dans le cas de Leni Riefenstahl, c'était l'adhésion au parti nazi, et ici nous sommes dans un même cas de figure, dans le sens où Home veut nous forcer à adhérer à un point de vue qui de toute façon ne sert à rien parce que c'est pas nous qui avons la décision avons les manettes oui voilà, on n'a pas les manettes, quoi. Alors ok, prise de conscience, ok, très bien, mais ça on le sait. Et individuellement,
Moi personnellement, je suis devenu végétarien. Mais Ouais. ça n'a rien à voir avec Home, hein. Ouais, Heureusement, ouais, parce que sinon, voilà. voilà. Mais individuellement, on a l'impression que c'est notre faute, alors que la plupart du temps, c'est des effets de système, et ce sont ces Oui. entreprises qui nous font consommer ce genre de choses. Et donc, s'il y avait un véritable responsable, d'accord, c'est l'homme, mais ce sont les hommes des entreprises. Ouais. Donc, ça serait plutôt... C'est là aussi que cette portée publicitaire, parce que je pense que c'est plutôt une publicité des images et une publicité des propos, elle est en contradiction avec la réalité que nous, on peut vivre, en fait. Mhm. Et comme les grands réalisateurs hollywoodiens signant les fins heureuses sur ordre, eh bien ici nous avons nos 10 petites minutes de fin. Je suis sûr que le mec il aurait pu terminer avec les cartons horribles et tout ça. Non mais moi je suis sûr le connaissant, je suis C'est un sûr. grand pote de Yav, hein. Non, mais- Tout le monde non. sait ça, voyons. Non mais je pense vraiment qu'il aurait terminé son film de façon Avec les cartons là. avec les cartons. ouais. Ouais. Mais vraiment, moi, ça me fait penser à certains grands films du cinéma qui ont eu des fins, qui ont eu des remaniements. Je pense au Dernier des Hommes, typiquement un film de 1924 qui se termine, mais vraiment le mec qui meurt dans les WC, enfin un truc horrible. Et à la fin, t'as une espèce de machin qui sort de nulle part et qui est super joyeux. Ici, je trouve que c'est exactement le même cas. On sent que le financeur de Home, donc le groupe PPR, a dû intervenir. Faudrait pas tout de même casser la baraque, hein. N'oubliez pas que dans quelques mois, pensez à nous pour vos achats de Noël, allez à la Fnac, hein. Non mais c'est un peu l'impression que j'ai eu, quoi. Encore une fois, il y a des choses qui sont liées dans le film qui sont très perturbantes. Et encore une fois, quand je vois Fnac dans le logo de Home, moi ça me choque. Moi c'est Gucci, moi perso. Gucci, ouais. Ouais, il manquerait plus que Total. Ah, mais peut-être qu'il y est, hein, ouais, il faudrait regarder encore. Alors, c'est un greenbuster. Ça rappelle pas mal de ces reportages faussement écolos. Le film de Yab apparaît comme un travail de titan, qui est honorable hein, stylistiquement, mais qui, je trouve, pour notre avenir, n'aura qu'une fonction d'archive. Mais aussi, je suis d'accord, c'est plutôt une visée historisante pour Oui. dans 30, 40 ans. Je pense qu'en fait, c'est mieux de le percevoir comme ça que de voir un message qui... Je trouve que Al Gore s'en sortait mieux, même si c'était tout aussi pessimiste. Hein. Je sais même pas si Al Gore était là pour présenter des solutions. Hein. Ah si, alors là... Je sais plus. Là, c'est de Là, mémoire, je ne sais alors, plus. Hein. Al Gore, oui, il Ouais. avait des solutions en particulier en faisant, par exemple, que le pays riche finance les pays pauvres Ouais. pour leur transition écologique. Ah, mais je veux dire, je suis sûr qu'il avait des grosses, enfin des réponses qui étaient efficaces parce que c'est quand même un homme politique. Ouais, c'est ça, et puis il a qui les bossait. manettes. lui. Mais je sais Ouais. plus si dans le film il en parlait vraiment. Ah, pour le film, je crois Pour qu'il le en film parle. lui-même, ouais, je pense quand même, hein, sinon il serait... Mais j'ai vu des critiques assez violentes sur le film. Je vous ai cité un truc, je sais même plus d'où ça vient, mais c'était tellement énorme. Un robinet à images, certes très joli, souvent muette, argumentaire faible, ton péremptoire, en décalage avec la crédulité de son auteur. Malgré quelques bonnes phrases, la sauce PPR, pub des marques du groupe au début et à la fin du film, a fini par laisser un goût amer pour ce produit approximatif. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors pour le produit approximatif, totalement. Enfin, vraiment totalement. Robinet à images, les 15 premières minutes sont parfaites en termes de narration, c'est-à-dire qu'il a un véritable propos, et à partir du moment où l'homme apparaît, c'est totalement anarchique. Ouais. Et là, je comprends le terme robinet à images. Mm. C'est-à-dire que ça aurait pu être interchangeable, Ouais. ça aurait pu être modifié autant de fois qu'on voulait, avec ce type de propos, avec ce type d'images, même si elles sont magnifiques, on n'aurait pas pu rendre le film meilleur. Ouais. C'est une œuvre bien personnelle, mais ce n'est pas un cours d'écologie, hein, loin de là. Enfin, c'est un cours de suicide, hein, moi je dirais plutôt, mais... Comment se bah, mettre mais l'accord non, au mais cou- c'est pas un cours d'écologie parce que les informations sont partielles. Ce sont des phrases chocs. Mais on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Comme tu dis, apport historique, que nenni, quoi. Donc c'est un film de propagande pour propager et endoctriner les masses sur une prise de conscience. Ou, si vous voulez, un film publicitaire pour donner envie d'acheter à la masse. Voilà. Mais vert. Mais vert. On peut le regarder, c'est bien de le regarder, mais franchement, il y a mieux en forme et en propos. Nous vous renvoyons à Koeniskatsi, à la trilogie de Fricke, qui reste une œuvre. Koeniskatsi reste un peu plus confidentielle parce qu'elle est exigeante. Elle n'est pas mainstream. Ce film-là, c'est du mainstream. C'est à peu près le même discours,
mais c'est plus paresseux et c'est moins exigeant. Plus que paresseux, moi j'aurais dit simple. C'est Oui. simplet et c'est angélique en fait comme propos. Quelle note tu lui mettrais? Ah, parce qu'en plus, il faut le noter. Mais oui, voyons. C'est pas évident parce que ce Ouais. film, un autre film, il n'y aurait pas de souci. Pense-le aussi par rapport à des choses qui peuvent graviter autour, des films qui peuvent graviter autour. Parce que ça sert à rien de le noter par rapport à un film de fiction à la con. Enfin. Alors moi, je lui aurais mis 8 sur 20. Ah ouais, quand même. Ouais. Moi, j'ai tendance à être laxiste. Tout le monde le sait sur la chaîne. Je suis voilà, je suis pas méchant. Mais on l'a démonté pendant plus d'1 heure là. Ah, alors on va faire comme à la fin du film. On va faire, ah non, en fait, ce film est magnifique. On va lui donner 18 sur 20. Non, Il est parfait. non, quand même, je vais pas jusque là. Moi. Ah, je lui mettrai un 10 sur 20. Parce que les images sont jolies et serviront. On est d'accord, dans ce Mais sens-là. en termes d'archivage, je trouve que c'est superbe. Et même si je n'aime pas ça, j'aime beaucoup les belles images comme ça. Mais alors là, le propos est à défoncer. C'est Mais... exactement ça. Moi, ressens plus le propos politique du film. Et par rapport aux images et par rapport à ce qu'on voit, c'est vrai que c'est magnifique. Mais même dans 30-40 ans, les mecs qui vont monter le film, ils vont enlever le son, ils vont enlever la musique, ils vont garder que les images, tu sais. Mais clairement, moi, je pourrais te faire une version de 20 minutes du film. Où là, le coup de ces 1 heure et 20 minutes de malheur, on pourrait les réduire. Mais clairement. Mais en Et plus, je pense que ce serait même plus agréable parce qu'on aurait moins l'impression d'être déprimé à la fin de film, quoi. et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pas réduit à 20 minutes, mais il a réduit son film, la durée de son film, pour qu'il soit accessible à la télévision. Ouais. Donc, dans un certain sens, ce film, il peut être interchangeable. Oui. On peut s'en passer aussi. Non, mais je veux dire, on peut les laguer. Ouais. On peut épuiser un petit peu ce qu'on veut et même aller en accéléré. Si on n'a pas envie de voir certains discours, de se voiler la face, il n'y a pas de souci, quoi. Nous avons enfin terminé de cette critique. Enfin. C'est vrai que j'avais beaucoup de notes. C'est la plus longue de toute la chaîne. C'est incroyable, surtout. J'aurais pas cru pour ce genre de film. Mais bon, en même temps, on était deux à en parler. Je te remercie, Stray. Ça m'a fait super plaisir de parler de ce film-là avec toi. Bah, merci, de rien. Quant à vous, eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Si vous trouvez que ce bashing là pendant plus d'1 heure c'était complètement justifié ou complètement gratuit, que vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de notions, beaucoup de choses, et donc il y a de quoi rebondir. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, ça nous ferait très plaisir d'avoir des retours de votre côté. N'hésitez pas à le regarder si vous ne le connaissez pas, il est sur YouTube, vous le trouvez très facilement. Par contre, je crois de mémoire que c'est la version cinéma. Oui, c'est la version C'est la cinéma. version cinéma. Donc la plus longue, donc la plus éprouvante aussi. Donc voilà. La plus douloureuse. Ouais. Donc voilà, on vous remercie et peut-être à bientôt pour une nouvelle critique en duo, qui sait. Bah, merci, bah, peut-être. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Salut!